Toronto, le 24 février 2020. Il est 17h30. Le vent froid souffle sur les rues animées de la ville. Et tout semble normal à l'intérieur du salon de massage Young's Therapy. Pourtant, ce soir-là, un crime choquant va transformer ce lieu tranquille en une scène de terreur. Un jeune homme, armé d'un couteau, va semer la violence et laisser derrière lui une victime sans vie, brisant des vies et bouleversant une communauté. Aujourd'hui, découvrons ensemble le meurtre du salon de massage de Toronto. La scène se déroule dans un quartier tranquille de Toronto, un endroit calme où la vie suit son cours. À l'intérieur du salon de massage, l'atmosphère est détendue. C'est un lundi après-midi ordinaire. Ashley Noel Arzaga, 24 ans, travaille comme massothérapeute, mais ce soir-là, elle ne se doute pas une seule seconde que sa vie va basculer en quelques minutes. Elle termine son dernier client avant de se préparer à partir. Le salon de massage Young's Therapy est discret, ni trop lumineux, ni trop bruyant. Il est un lieu où les clients viennent chercher la tranquillité et une pause dans leur vie stressante. Mais pour les employés, ce travail est une réalité bien différente. Ashley, comme d'autres, doit parfois endurer la fatigue du travail, tout en répondant aux besoins de clients qui cherchent plus qu'une simple détente. Mais pour elle, ce travail est avant tout un moyen de financer ses études, un objectif qu'elle poursuit avec ambition. Auguste Anser, âgé de 17 ans, est un jeune homme introverti, solitaire, dont la vie est marquée par la solitude et une profonde frustration. Son histoire n'est pas celle d'un délinquant, mais plutôt celle d'un jeune homme en quête de sens, perdu dans ses idées et ses émotions. Depuis sa jeunesse, il souffre d'un manque de connexion sociale, n'arrivant pas à s'intégrer dans les groupes et cultivant une haine intérieure envers lui-même et les autres. Son père, avec qui il entretient une relation distante, n'a jamais compris son fils. Il vit dans un environnement familial déstructuré, avec des tensions permanentes et une absence de soutien. Ces facteurs, associés à son isolement et une faible estime de lui, le poussent à chercher des réponses dans des endroits sombres du web. Là, sur les forums Incel, Involuntary Celibate, il trouve une communauté qui nourrit ses frustrations. Les Incels, un groupe d'hommes qui se considèrent comme célibataires involontaires, luttent contre ce qu'ils perçoivent comme une société injuste envers les hommes et les femmes. À travers ces forums, il rencontre des idées violentes et radicales, qui alimentent sa colère. Le mouvement Incel se nourrit d'une vision déformée de la réalité. Les membres de ce groupe croient que la société favorise les femmes, en particulier dans les relations amoureuses et sexuelles. Ce ressentiment grandit au fur et à mesure que les jeunes hommes, comme Ser, s'enferment dans un monde parallèle où ils s'inventent des ennemis. Leur discours est empli de haine envers les femmes, qu'ils considèrent comme responsables de leur souffrance et de leur isolement. Auguzon, sous l'influence de ces idées, commence à se radicaliser, et sa frustration se transforme en colère. Au lieu de chercher des moyens de se réinsérer dans la société, il trouve réconfort dans une communauté qui partage sa haine, et qui de plus justifie l'usage de la violence pour se venger des femmes et de la société qu'il juge coupable. C'est cette idéologie qui va le pousser à passer à l'acte. Les jours précédant l'attaque, Auguste Anser passe des heures sur les forums Incel, où la haine se déverse librement, alimentant ses pensées. Il décide que le moment est venu de se venger des humiliations qu'il croit avoir subies. Mais pourquoi un salon de massage? Pourquoi ce lieu en particulier? Il choisit cet endroit car il sait que les femmes travaillent seules et se sentent vulnérables. Il imagine que cette attaque sera un acte symbolique, un message envoyé à la société, un moyen de défier les femmes qu'il déteste. Après des jours de planification, il achète un couteau de grande taille. La décision est prise, il passera à l'action. Le 24 février 2020, Auguste Anser se rend au salon de massage. Il est environ 17h30 et les lumières tamisées du salon contrastent avec la froideur de l'extérieur. À l'intérieur, Ashley et une autre employée terminent leur journée. La tension est palpable dans l'air. Le bruit d'un couteau qui glisse hors de son étui est tout ce que l'on peut entendre avant que la violence ne frappe. Ser entre dans le salon avec une détermination glaciale. Sans avertissement, il se dirige vers Ashley et l'attaque brutalement, la frappant plusieurs fois. Elle tente de se défendre, mais il est trop rapide, trop puissant. Une autre employée,
présente sur les lieux, est également gravement blessée. Les cris se mélangent au bruit des couteaux. Le salon devient le théâtre d'un drame insensé, déchirant et sanglant. L'attaque est rapide, violente et ne laisse aucune chance à la victime principale. Après avoir commis son crime, Serre quitte précipitamment les lieux. Il semble presque détaché, comme si ce qu'il venait de faire ne l'avait pas affecté. Il se fond dans la masse des passants, perdu dans la froideur de la rue. Les témoins, horrifiés, appellent la police. Mais pour Augustin, cette violence fait partie de son plan. Il n'éprouve aucun regret, aucun remords. Ce qui l'intéresse, c'est de faire savoir au monde qu'il est en colère et qu'il n'a plus rien à perdre. Ashley Noel Arzaga, 24 ans, est la victime tragique de cette attaque. Elle avait tout pour elle. Un avenir prometteur, une carrière à bâtir et des rêves à poursuivre. Elle travaillait dans ce salon pour subvenir à ses besoins tout en poursuivant ses études. Elle avait un esprit curieux, aimait la nature, les voyages et cherchait à comprendre le monde qui l'entourait. Sa vie a été interrompue violemment et ses proches ne s'en remettront jamais. Dans le salon de massage, la scène est chaotique. Le bruit de la porte d'entrée qui se ferme derrière Augustin résonne dans tout le bâtiment. Le silence qui suit est lourd de tension. Puis l'attaque commence. Les victimes, Ashley et une collègue nommée Marie, sont prises de court. Ashley, en particulier, tente de réagir, mais est rapidement submergée par la violence de l'assaut. Un cri perçant déchire l'air, brisé seulement par ce bruit sec du couteau qui fend la chair. Marie, qui était dans une autre pièce, se précipite au secours de sa collègue, mais est elle-même attaquée. Les coups sont puissants, sans pitié. Le décor du salon est en contraste avec la brutalité de ce qui se passe. Des plantes vertes dans les pots en céramique, des tapis massants disposés sur le sol en bois sombre, des tableaux zen au mur et des bougies parfumées dispersées un peu partout. Mais tout ça est désormais éclipsé par le sang qui se répand lentement sur le sol. C'est un environnement qui aurait dû être un havre de paix, mais qui devient l'endroit le plus effrayant de Toronto ce soir-là. Le salon de massage est situé dans un quartier calme de Toronto, dans le quartier de Scarborough, un secteur populaire pour ses commerces locaux et ses restaurants asiatiques. Ce soir-là, les rues sont relativement vides, comme souvent en février. Le vent glacial souffle sur les trottoirs et les rues sont désertées par la neige tombée plus tôt dans la journée. Les témoins, qui se trouvent dans les rues voisines, ne s'attendaient certainement pas à ce qu'ils allaient entendre. Les premiers cris de douleur, provenant du salon, attirent l'attention des passants, qui n'ont aucune idée de ce qu'il se passe à l'intérieur. Quelques habitants entendent des bruits de lutte, mais ne peuvent pas imaginer qu'il s'agit d'une attaque aussi violente. Une mère et son enfant, à quelques mètres, se retrouvent sur le trottoir et entendent des bruits de lutte. La mère prend immédiatement son téléphone pour appeler la police. Elle est terrifiée, incapable de comprendre pourquoi un tel événement se déroule dans ce quartier où rien ne semblait jamais arriver de mal. La police est rapidement avertie. L'appel au 911 est lancé à 17h45, moins de 15 minutes après l'attaque. La personne qui appelle est Marie, qui a survécu à l'attaque mais est gravement blessée. Elle parle entre deux respirations saccadées. On peut entendre des bruits de fond, des pas précipités, des voix nerveuses, un son sonore mêlé au bruit de la circulation à l'extérieur. Le message est clair. Un homme a attaqué 2 femmes avec un couteau dans le salon de massage. La police est immédiatement envoyée sur place, mais la route vers le salon est jonchée de neige fondue, ce qui ralentit l'intervention des secours. Les premières voitures de police arrivent sur le lieu de l'incident à 17h50. Le quartier est plongé dans un étrange silence, seulement brisé par les sirènes de police qui résonnent dans les rues. Les policiers garent leur voiture à proximité du salon, sous les réverbères éclatants. Leurs silhouettes se découpent sur la neige alors qu'ils s'approchent en courant. Ils se dirigent vers la porte du salon, qui est entrouverte, et poussent la porte avec force. L'odeur métallique du sang envahit immédiatement leurs narines. À l'intérieur, la scène est digne d'un film d'horreur. Des éclats de verre, des papiers éparpillés et un sol recouvert de taches de sang. Ashley est inconsciente, étendue dans une mare de sang. Marie est à moitié consciente, blessée et couverte de contusions. L'effroi se lit sur les visages des policiers, qui réagissent rapidement pour prendre en charge les victimes. L'une des policières tente de stabiliser l'état de Marie, tandis qu'un autre policier vérifie le pouls d'Ashley. Mais il est trop tard. Augustin Serre, après avoir quitté le salon, erre dans les rues proches, sans but précis. La rue est toujours aussi froide et silencieuse. Il porte un manteau sombre, des gants noirs, et ses cheveux bruns sont dissimulés sous une capuche. Son visage est impassible, figé dans une expression vide. Il prend son téléphone portable et efface rapidement tout son historique de recherche,
comme s'il voulait effacer toute trace de son acte. Il se faufile dans les ruelles sombres, évitant la lumière des lampadaires. Il ne semble pas perturbé par ce qu'il vient de faire. Au contraire, il marche avec une sorte de calme glacé, comme si, de cette manière, il allait se sentir plus puissant. Au même moment, les policiers lancent un appel à témoins et distribuent des descriptions du suspect dans les quartiers environnants. Mais Serre reste invisible. La police commence à établir des périmètres de sécurité autour du salon, mais l'assassin est déjà loin. La journée du 24 février avait commencé comme toutes les autres pour Ashley. Elle s'était réveillée tôt, vers 7h30, dans son petit appartement, à quelques kilomètres du salon. Elle avait préparé un café noir, tout en écoutant la météo à la radio. Le temps était froid, mais elle ne se laissait pas abattre. À 9h, elle avait pris le métro pour se rendre à son travail. Elle avait travaillé en faisant de son mieux, accueillant les clients avec un sourire chaleureux et un accueil professionnel. Elle aimait son travail. Et bien que la fin de la journée soit souvent épuisante, elle savait que chaque massage apportait un peu de sérénité aux personnes qui venaient la voir. Elle avait hâte de finir sa journée et de pouvoir rentrer chez elle, se reposer et se préparer pour ses cours en ligne qu'elle suivait dans le cadre de ses études. Mais cette routine quotidienne allait bientôt être brisée, et Ashley ne reviendrait jamais chez elle. Le salon de massage, au moment de l'attaque, était un espace paisible, avec des rideaux légers qui tamisaient la lumière, des senteurs d'huile essentielle flottant dans les airs et des bannières de caractères chinois accrochées au mur. L'endroit était un havre de paix pour beaucoup de clients, un endroit où l'on venait se ressourcer. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait à chaque arrivée de clients, les conversations chuchotées entre les employés, tout cela faisait partie du quotidien. Osugun Serre, le suspect, n'était pas un inconnu dans la ville de Toronto, mais son nom n'était pas couramment cité dans les médias. Issu d'une famille d'immigrés, Auguzan avait grandi dans un quartier plus populaire de la ville. Dès son adolescence, il avait été perçu comme un jeune homme solitaire, à la personnalité fermée. Son manque d'amis et son ressentiment grandissant envers les autres l'avaient conduit sur des forums en ligne, où il avait trouvé une communauté d'individus partageant son amertume envers la société et ses échecs personnels. Au fil des années, Auguzan s'était enfoncé dans l'idéologie des incels, ces hommes qui se considéraient comme des victimes de l'incompréhension féminine. Il était en colère contre les femmes, en particulier celles qui ne l'avaient jamais remarqué. Sur ces forums, il avait trouvé une communauté de personnes qui se nourrissaient mutuellement de leurs frustrations. Mais derrière son écran, Auguzan n'était rien de plus qu'un homme seul, malheureux et déconnecté de la réalité. Ses frustrations personnelles se sont progressivement transformées en une haine violente. Il n'avait pas seulement l'impression de subir l'injustice de la société, mais aussi de vivre dans un monde où ses désirs et ses besoins étaient ignorés. Il se croyait victime de cette société, qui, selon lui, favorisait les autres, en particulier les femmes et les hommes plus confiants. C'était ce sentiment d'être rejeté, cette rage profondément enracinée, qui l'a finalement poussé à commettre l'irréparable. Auguzan, en étudiant les comportements des autres dans la société, avait adopté une vision très cynique de l'amour et des relations humaines. Il croyait fermement que l'amour et les relations étaient réservés à un petit cercle privilégié, tandis que lui, comme tant d'autres dans sa situation, était condamné à l'échec. Une frustration accumulée depuis des années, qui l'a transformé en une personne prête à tout pour se faire remarquer, mais pas de manière saine ou constructive. Les chercheurs en psychologie ont souvent exploré les motivations des incels. La quête du pouvoir et du contrôle sur les autres deviennent l'élément central. Pour Auguzan, l'idée de se venger des femmes qui l'avaient ignoré était primordiale. Il voyait dans ces actes violents une manière de rétablir un ordre qu'il considérait comme équitable. Mais en réalité, il se retrouvait encore plus isolé et rongé par sa haine, qui n'a fait qu'augmenter sa souffrance et celle des victimes innocentes autour de lui. Le jour même de l'attaque, Auguzan avait tout planifié avec une précision froide. Dès le matin, il s'était réveillé tôt, comme il le faisait souvent ces derniers temps, pour réfléchir à ses choix et à la manière dont il allait procéder. Il savait qu'il devait agir vite, avant que les forces de l'ordre ne le trouvent, mais il n'était pas pressé. Il n'avait rien à perdre, et sa décision était irrévocable. Il avait pris soin de se préparer, un couteau de cuisine bien affûté qu'il avait pris chez lui en provenance de sa propre cuisine, et il avait quitté son appartement en début d'après-midi, une fois la neige tombée et les rues recouvertes d'une couche glissante qui ralentirait l'arrivée des policiers. Son but n'était pas de fuir, mais de réaliser son acte sans hésitation. À 17h30,
Auguzan arrive finalement devant le salon de massage. Il attend quelques instants dans la rue, observant l'entrée. La lumière dans le salon est tamisée et il peut voir à travers la fenêtre une silhouette en train de se déplacer à l'intérieur. Il entre comme un client ordinaire et s'adresse à l'employé à l'accueil. Son visage est dissimulé sous une capuche. Ses mains restent dans ses poches. Il prend place dans la salle d'attente en attendant qu'on vienne le chercher. La tension est palpable. Il sait exactement ce qu'il va faire et il se prépare mentalement à ce qui va suivre. Puis vient le moment où la réceptionniste l'appelle et le guide vers une salle où il est reçu par Ashley. Ashley, innocente et chaleureuse, ne se doute pas de ce qui va se passer. Elle lui sourit et lui demande ce qu'il désire, comme elle le fait avec tous ses clients. Elle l'installe sur la table de massage et commence à préparer les huiles essentielles. Auguzan, tout en restant calme, observe la pièce autour de lui. Il connaît déjà son plan et il se sent détaché, comme si tout cela faisait partie de son destin. Au moment où Ashley s'approche de lui pour commencer, c'est là qu'il frappe. Lorsque le couteau tranche l'air et atteint Ashley, il n'y a pas de cri au départ. C'est le choc de la lame qui surprend. Ashley se sent d'abord paralysée, incapable de comprendre ce qui se passe, puis la douleur arrive. Elle essaie de crier, mais la douleur se coupe. Ses mains tentent de saisir le couteau, de repousser l'assaillant, mais il est trop puissant. Elle se débat avec une force désespérée, mais elle est accablée par la violence de l'attaque. Dans l'autre pièce, Marie entend les bruits, mais elle est trop loin pour pouvoir intervenir immédiatement. Elle court vers la scène du crime, mais à son arrivée, elle est aussi attaquée. La scène devient chaotique, avec des coups de couteau pleuvant sur Marie et Ashley, dans une danse macabre de violence. Après avoir infligé ses coups, Auguzan quitte le salon, aussi rapidement qu'il est arrivé. Il ne se précipite pas, il marche d'un pas lent, presque délibéré, comme s'il venait de réussir un acte monumental. Pourtant, dans ses yeux, il n'y a pas de satisfaction, juste un vide immense. Il sait que ce qu'il a fait ne changera rien à sa propre souffrance. C'est une victoire futile, mais une victoire tout de même. Il prend les ruelles sombres, disparaît dans l'obscurité de la ville, loin des regards et des sirènes de police qui commencent à arriver sur les lieux. Quelques minutes après la fuite d'Auguzan, une cliente arrive dans le salon de massage. Elle est surprise de constater que la porte est légèrement ouverte, un détail qui ne lui échappe pas. Elle pousse doucement la porte, entr'ouverte, et se trouve face à un spectacle terrible. Le sol est couvert de sang, et 2 corps gisent inanimés et blessés gravement. Marie est toujours en vie, mais à peine. Elle est en train de se tordre de douleur, sa respiration est difficile. Le client prend peur et appelle immédiatement les secours. La police de Toronto ainsi que les ambulanciers arrivent sur place en un temps record. Les premières sirènes se font entendre à quelques coins de rue. En entrant dans le salon, ils constatent l'ampleur de la scène. Les policiers, formés à gérer ce genre de situation, sécurisent rapidement les lieux. Ils examinent les corps et constatent que 2 des victimes sont gravement blessées et que l'une d'elles, Ashley, est déjà décédée. Marie est dans un état critique, mais elle survit grâce à une intervention rapide des secours. Les policiers interrogent rapidement les témoins. La cliente qui a découvert le crime est bouleversée, mais elle n'a pas vu le visage de l'assaillant. L'endroit est relativement calme et il n'y a pas de caméra de surveillance. Les employés du salon, encore sous le choc, n'ont pas d'informations supplémentaires à fournir. Les policiers commencent à rassembler les pièces du puzzle, cherchant des indices qui les mèneraient à l'auteur de cet acte atroce. L'un des premiers éléments révélés lors de l'enquête est un témoignage de Marie, l'une des victimes. Elle parvient à survivre grâce aux efforts des secours et une fois stabilisée, elle peut fournir quelques détails importants. Elle explique que l'homme semblait être un client normal au départ, mais qu'il a soudainement attaqué sans préavis avec une violence inouïe. Après les premières heures de l'enquête, les autorités se concentrent rapidement sur le profil d'Auguzan. Ils découvrent qu'il est un homme solitaire, au passé trouble, connu pour ses opinions radicales et sa haine de la société. En fouillant son appartement, les enquêteurs trouvent des éléments qui laissent peu de place au doute. Des publications sur des forums incel, des références à des actes violents, des propos haineux envers les femmes. Ils retrouvent également son téléphone portable, sur lequel il a effectué des recherches sur les salons de massage à Toronto, ce qui prouve que l'attaque était préméditée. Le comportement d'Auguzan, sa planification minutieuse et son sentiment de colère grandissant, tout ça forme le portrait d'un individu déterminé à commettre l'irréparable. À ce moment de l'enquête, la police met en place un dispositif de recherche intensif. Il commence à dresser le portrait robot de l'assassin en se basant sur les témoignages recueillis. La description
correspond à celle d'un homme de taille moyenne, portant une capuche. Les enquêteurs décident de fouiller les zones résidentielles autour du salon de massage et d'interroger les voisins qui pourraient avoir perçu quelque chose. Pendant ce temps, Auguzan, quant à lui, est totalement perdu dans ses pensées. Après avoir commis son acte, il ressent un vide immense. Il ne se cache pas immédiatement, mais plutôt qu'un sentiment de triomphe, il se retrouve assiégé par la confusion. Ses actions ont-elles un sens ? Il commence à se rendre compte que ce qu'il a fait ne l'a pas apaisé. Il erre dans les rues de Toronto, de plus en plus déconnecté de la réalité. Le soir même de l'attaque, Auguzan se rend dans un café local. Il ne cherche même pas à se cacher, mais plutôt à se perdre dans la foule. Pourtant, il sait que la police est désormais à sa recherche. Son téléphone est surveillé et il sent une pression croissante sur ses épaules. Au fond de lui, il espère qu'on le retrouve. Peut-être que cela pourra enfin mettre fin à cette souffrance, cette rage incontrôlable. Il décide de se rendre au commissariat. Un acte qu'il n'avait pas envisagé jusqu'à ce moment précis. Après tout, qu'a-t-il à perdre ? Il entre dans le bâtiment, confus, en proie à un conflit intérieur. Quand il arrive au comptoir, il annonce froidement « Je suis Auguzan Serre et je suis celui que vous cherchez ». Le policier derrière le comptoir reste figé un instant avant de donner l'alerte. Et en quelques secondes, Auguzan est mis en garde à vue. Auguzan est rapidement accusé des meurtres d'Ashley et de Marie. Lors de son procès, il ne montre aucun remords, aucun signe de regret. Au contraire, il reste sur sa position, justifiant son acte par la société et la frustration qu'il ressentait. Pour lui, il s'agissait d'une vengeance, une manière de faire payer ce qu'il considérait comme une injustice. L'avocat de la défense tente de minimiser ses actes en parlant de troubles psychologiques. Mais le jury reste impassible. Le procès se déroule pendant plusieurs semaines, avec une couverture médiatique immense. Chaque jour, des témoignages déchirants sont présentés, notamment ceux des familles des victimes. Les proches d'Ashley et de Marie font face à l'homme qui a brisé leur vie. Et certains parviennent à lui dire, avec une dignité inébranlable, à quel point il a détruit tout ce qui comptait pour eux. Après des mois de débats, le verdict est rendu. Auguzan Serre est reconnu coupable des meurtres prémédités d'Ashley et Marie. Le tribunal prononce une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents et les amis des victimes sont présents dans la salle, et même s'ils ne peuvent pas effacer la douleur de cette tragédie, ils se sentent un peu soulagés par la justice rendue. Auguzan, de son côté, reste stoïque. Il n'éprouve aucune émotion face à la sentence. Son destin est scellé, mais dans son esprit, cela ne change rien à son existence morne et solitaire. Le crime a secoué non seulement la ville de Toronto, mais aussi la communauté en ligne des incels. Après l'arrestation d'Auguzan, une vague de discussions et de débats éclate sur les forums où il était actif. Certains d'entre eux défendent son acte, cherchant à justifier la violence par la frustration sociale. Mais en même temps, d'autres commencent à remettre en question la culture incel, réalisant que des individus comme Auguzan n'ont pas seulement des opinions extrêmes, mais qu'ils agissent sur leurs pensées destructrices. Les médias continuent de suivre l'affaire de près, mettant en lumière la réalité des incels et la manière dont les idéologies de haine peuvent se propager sur Internet. Des experts en psychologie commencent à intervenir, expliquant comment la radicalisation en ligne et la solitude peuvent amener certains individus à commettre des actes irréparables. Ashley, une jeune fille brillante et pleine de vie, est une victime que tout le monde décrit comme gentille et généreuse. Ses amis et sa famille sont dévastés par sa perte. Un fonds a été mis en place en sa mémoire pour soutenir les femmes victimes de violences, et chaque année, une cérémonie a lieu en son honneur. La famille d'Ashley a décidé de consacrer sa vie à aider les autres, déterminée à éviter que de telles tragédies se reproduisent. Marie, bien que grièvement blessée, survit à l'attaque. Cependant, elle porte les cicatrices physiques et émotionnelles du traumatisme. Après plusieurs mois de rééducation, elle choisit de parler publiquement de son expérience. Elle devient une militante pour la sécurité des femmes et un exemple de résilience. Elle écrit un livre sur ce qu'elle a vécu, et elle partage ses réflexions sur l'impact que ce genre de crime peut avoir sur la vie d'une personne. Suite au choc provoqué par l'attaque et à l'attention médiatique portée sur le mouvement incel, plusieurs propositions de loi sont avancées au Canada pour lutter contre la radicalisation en ligne. Le gouvernement organise des tables rondes avec des experts en société numérique, des psychologues et des représentants de la société civile pour discuter de la manière de prévenir de tels drames à l'avenir. Les autorités mettent en place des programmes de sensibilisation pour les jeunes adultes afin de prévenir la radicalisation
et de favoriser l'inclusion sociale. Des mesures de surveillance sont instaurées pour mieux contrôler les sites web et les forums où ces discours de haine peuvent se propager. Des politiciens prennent conscience de l'importance d'agir avant qu'un individu atteigne un point de non-retour. La vie en prison d'Oguzhan est marquée par l'isolement. Il est placé dans une section haute sécurité où il reste confiné dans sa cellule la majeure partie du temps. Ses tentatives de communication avec les autres détenus échouent, car il est perçu comme un danger. Oguzhan, qui a passé des années à se nourrir de ses frustrations, se trouve à la fois seul et détesté. Les surveillants de la prison le décrivent comme un homme silencieux et figé, souvent perdu dans ses pensées. Les rares fois où il s'exprime, c'est pour justifier ses actes, dénué de toute conscience du mal qu'il a causé. Les autorités pénitentiaires l'observent de près, mais il semble être un cas perdu, sans possibilité de rédemption. La famille d'Oguzhan est dévastée par ses actes. Ses parents, qui ne soupçonnaient pas la violence qui bouillonnait en lui, sont frappés par l'ampleur de la tragédie. Ils avaient toujours vu leur fils comme un homme introverti, mais jamais violent. Après l'arrestation d'Oguzhan, ses parents se retrouvent au centre de l'attention médiatique, et leur vie privée est scrutée de près. Ils se trouvent pris dans un tourbillon de honte et de culpabilité. La famille tente de se reconstruire après cette épreuve, mais les cicatrices émotionnelles restent. Ils finissent par se retirer de la vie publique, choisissant de mener une existence discrète, loin des projecteurs, qui ne cesseront jamais de les éclabousser. Suite à l'attaque et à la couverture médiatique qu'elle a générée, des activistes se regroupent pour dénoncer la culture toxique des incels et plaident pour des changements dans la manière dont la société traite les problèmes de solitude et de radicalisation. Des manifestations sont organisées dans les grandes villes du Canada pour sensibiliser la population aux dangers des discours de haine en ligne. Des universitaires commencent également à étudier en profondeur les causes de cette radicalisation, en cherchant des solutions pour empêcher qu'un autre Oguzhan ne se transforme en tueur. Des programmes sont lancés dans les écoles pour enseigner la tolérance et l'inclusivité, dans l'espoir que les jeunes générations seront moins vulnérables aux idéologies destructrices. Au fur et à mesure que le temps passe, l'attaque dans le salon de massage devient un point de réflexion pour la société. Beaucoup commencent à voir la violence commise par Oguzhan comme un symptôme d'un problème plus large dans le monde moderne. La solitude, la déconnexion et la frustration croissante de certains groupes sociaux. Le crime oblige la société à reconsidérer les solutions aux problèmes de santé mentale, de désespoir social et d'isolement numérique. Les institutions publiques et privées travaillent désormais de concert pour offrir davantage de soutien psychologique aux personnes vulnérables. Les entreprises qui gèrent des plateformes en ligne prennent des mesures renforcées pour surveiller et supprimer les discours haineux. L'espoir d'une société plus unie et plus solidaire se renforce peu à peu.